Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, ravi de vous retrouver. Voici les titres du 22h. Elles seront peut-être rivales aux primaires socialistes, mais ce soir, Martine Aubry et Ségolène Royal sont réunies à Poitiers pour mettre en avant le projet du PS. Certains y voient la constitution d'un front anti-Hollande. Faux, rétorquent les intéressés qui dénoncent toute tentative de division. Analyse à suivre dans ce journal de notre chroniqueur Guillaume Tabar et invité politique du 22h, l'ancien ministre et actuel sénateur du Haut-Rhin, Jean-Marie Bockel, tout à l'heure. Comment lâcher du lest sans avoir l'air de battre en retraite? C'est l'exercice de contorsion auquel s'est livré le gouvernement face à la fronde anti-radar des députés UMP, tandis que François Fillon affirme que le gouvernement ne reculera pas. Les députés obtiennent de Claude Guéant un moratoire sur la fin des panneaux signalant les radars fixes. De Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, à Rupert Murdoch, mania de la presse, tous les géants des médias et du web étaient présents au G8 aujourd'hui de l'Internet à Paris. Et Nicolas Sarkozy en a profité pour appeler à l'Internet responsable. On en parle tout à l'heure avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombeau. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Dans le flou, les députés UMP n'ont retenu que les paroles désormais consensuelles du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui annonce un moratoire sur la fin des panneaux signalant les radars et de nouveaux panneaux pédagogiques. Un peu plus tôt, François Fillon avait pourtant réaffirmé la ligne de fermeté du gouvernement. Les détails avec Claire Debuisé. Un grand coup de frein pour calmer la polémique. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a annoncé la suspension du démontage des panneaux signalant les radars fixes. À l'avenir, aucun panneau ne devrait être retiré sans qu'il y ait concertation locale. Et à terme, un radar pédagogique non pénalisant devrait remplacer chaque panneau avant un radar fixe. De quoi calmer la colère des élus de la majorité, très remontée ces derniers jours contre la réforme du gouvernement. Je suis même très satisfait parce que je trouvais que les annonces avaient été vraiment très précipitées. Je crois que le gouvernement a tenu compte de la remontée des députés et des sénateurs. La fronde est terminée. Ah oui, dans le climat, dans la réunion, oui, elle était terminée. Dans la mesure où, encore une fois, je pense que les choses vont se passer d'une façon beaucoup plus sereine et que le Premier ministre a parfaitement compris qu'il s'était trompé, au moins dans le style. François Fillon s'était pourtant montré ferme le matin même sur la fin de la signalisation systématique des radars. Mais le gouvernement entend désormais discuter d'abord avec les représentants des automobilistes. Une mission d'information sur les causes des accidents de la route sera créée à l'Assemblée nationale. Les mesures sur la sécurité routière avaient été annoncées à la hâte le 11 mai après la publication de très mauvais chiffres, plus 20% de tués en avril sur les routes. Tout se jouera dans les prochains jours pour Christine Lagarde. La ministre de l'économie pourrait poursuivre son travail à la tête de Bercy, se retrouver à la direction générale du FMI ou face à la justice dans l'affaire Tapie. Et tout pourrait se décider à la même date, le 10 juin. Margot Aubrio. Une date cruciale pour Christine Lagarde. Le 10 juin, la ministre de l'économie devra choisir entre Bercy et une éventuelle candidature à la tête du FMI. Mais la justice pourrait brouiller les cartes, car, ironie du sort, c'est le 10 juin aussi que la Cour de justice décidera ou non l'ouverture d'une enquête sur Christine Lagarde, suspectée d'abus d'autorité dans l'arbitrage de l'affaire Tapie. Le calendrier est serré pour la ministre, mais à droite, elle reste la candidate favorite. On n'a strictement aucun rapport avec sa candidature au Fonds monétaire international. Le dossier litigieux porte sur la revente d'Adidas en 93, revente dans laquelle Bernard Tapie se disait floué par le Crédit Lyonnais. À l'initiative de Christine Lagarde, l'État avait alors abandonné la voie judiciaire pour s'en remettre à un arbitrage privé. L'homme d'affaires avait empoché 285 millions d'euros. Le dossier pourrait contrarier la candidature de Christine Lagarde, d'autant que pour la gauche, derrière la ministre, plane l'ombre de Nicolas Sarkozy, ami de l'homme d'affaires. On a l'habitude avec le président Sarkozy souvent de petits arrangements entre amis. À partir du moment où ça concerne une espèce de détournement d'argent public vers des individus et que ça concerne des sommes extrêmement importantes qui choquent tout le monde, bien entendu que c'est une affaire d'État. Tout se jouera pour Christine Lagarde dans 2 semaines. D'ici là, Nicolas Sarkozy pourrait soutenir la ministre de l'économie. À ce jour, la patronne de Bercy n'est toujours pas officiellement candidate pour remplacer à New York Dominique Strauss-Kahn.
Martine Aubry, poussée par les siens à présenter sa candidature. Les soutiens se multiplient. Ce soir, c'était au tour de Laurent Fabius d'afficher clairement sur TF1 sa préférence pour la première secrétaire du PS. De son côté, Martine Aubry entretient un vrai faux suspense pour ne pas céder à la précipitation. Mais aux côtés de Ségolène Royal à Poitiers ce soir, ce sont presque deux rivales aux primaires qui se sont retrouvées. Jérôme Rabier. Tourner la page DSK et afficher l'unité autour du projet socialiste, tel est l'objet de la venue de Martine Aubry à Poitiers sur les terres de Ségolène Royal. Les deux anciennes meilleures ennemies du congrès de Reims en 2008 jouent même la carte de la complicité, alimentant les rumeurs d'un nouveau front pour stopper l'ascension de François Hollande. On se le disait toutes les deux tout à l'heure dans le bureau de Ségolène, il fait bon de se retrouver. Franchement, les Français nous veulent comme ça, mais nous aussi, ça nous fait du bien. Et nous porterons ce cap et nous le garderons, j'en suis absolument convaincue. Tout le monde prône le rassemblement, mais reste la question de la personne derrière qui s'unir. Les soutiens strauss-kahniens sont actuellement très convoités par les différents candidats, au point que certains rêvent d'un seul leader pour porter les couleurs du PS. Je crois que les militants socialistes souhaitent qu'à Paris, on se mette autour d'une table, on discute entre les grands ténors du Parti socialiste et qu'on nous donne un candidat. Une unité difficile au vu du nombre de candidats à la primaire du parti. Aujourd'hui encore, Pierre Moscovici, fidèle soutien de Dominique Strauss-Kahn, a annoncé qu'il se sentait prêt à exercer des responsabilités au service de la gauche et du pays. Et avec nous sur le plateau du 22h, notre chroniqueur Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Et l'invité politique du 22h, président de la gauche moderne, ancien ministre, sénateur du Haut-Rhin, Jean-Marie Bockel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors Guillaume Tabar, tandis que François Hollande, on l'a vu, il est en train de construire son image internationale, il est en visite en Tunisie, Martine Aubry et Ségolène Royal sont sur le même front. Mais est-ce qu'il peut y avoir une constitution d'un front, tout sauf Hollande ? Alors l'image y ressemblait fortement. Alors Martine Aubry s'en est défendue en disant que la réunion de ce soir, ça n'était pas le tout sauf Hollande, le TSH, mais le TPF, tous pour les Français. Se dit, ça n'est qu'une formule. Et au-delà de la formule, on voit bien comment les grandes manœuvres sont déjà commencées. Une semaine à peine après le forfait obligé de Dominique Strauss-Kahn. Alors on voit bien que avant l'épisode new-yorkais, Dominique Strauss-Kahn avait pour lui à la fois les bons sondages et les alliances au sein du PS. Aujourd'hui, on a d'un côté Martine Aubry qui a pour elle les alliances, on vient de le voir avec notamment le soutien attendu mais désormais explicite de Laurent Fabius, et de l'autre François Hollande qui lui a pour lui les sondages. En tout cas pour l'instant, après le forfait de Dominique Strauss-Kahn, c'est lui qui apparaît comme le grand favori de ces primaires. Oui, justement, François Hollande, il est passé successivement de la position d'outsider à celle de challenger, puis à celle de favori dans un duel Aubry-Hollande. Qui pourrait tirer son épingle du jeu, même si c'est très compliqué à l'heure actuelle de savoir. Le problème, c'est que l'élection, la primaire, n'aura lieu qu'à l'automne, au mois d'octobre. Et on ne peut pas déduire d'une photographie de sondage aujourd'hui ce que sera le résultat en octobre. La meilleure preuve, c'est que François Hollande était lui-même très largement distancé dans les sondages il y a quelques semaines. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui bénéficie de l'effet de mode. La question, c'est de savoir si la candidature désormais évidente de Martine Aubry, elle sera sans doute explicite dans moins d'un mois maintenant, d'ici une quinzaine de jours même sans doute. Est-ce que la candidature de Martine Aubry va provoquer un nouveau déclic et un nouvel effet de mode au sein du PS ? Alors justement, Jean-Marie Bockel, vous connaissez bien le Parti socialiste et pour cause, vous connaissez son fonctionnement, vous en avez fait partie. Est-ce qu'il peut résister, selon vous, François Hollande, à la tornade des apparatchiks du parti ? Oui, comme le disait votre analyste politique, on est encore très très loin, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, ce que j'observe, si vous voulez, c'est que tous ces prétendants, je les connais bien, je les ai fréquentés à l'époque autour de Jacques Delors, et ils partageaient, je vous parle il y a une vingtaine d'années, le même credo social-libéral. Et on se disait à l'époque, on va avoir enfin un PS modernisé en France, à même de également transformer le pays. Bon. Et en réalité, à partir d'un fond de pensée commun, ils se sont séparés pour des raisons qui n'étaient pas le projet, qui n'étaient pas la pensée politique. François Hollande a été pendant plus de 12 ans, et j'ai été au PS, sous son autorité, le responsable du Parti socialiste, et dans une position très conservatrice. Au fond, il n'a jamais mis en œuvre ses idées. Il a essayé de préserver la il présente des idées plutôt sociales, libérales et même blairistes, d'ailleurs des idées qui peuvent vous plaire.
Il a fait un grand écart? Écoutez, j'attends de voir, parce que pour le moment, le projet socialiste, il est quand même très plan-plan. Et François Hollande, essayons de voir concrètement quelle est sa position, car son objectif, c'est de rassembler, y compris la gauche du Parti socialiste. Donc il fera des concessions. Est-ce que son projet sera encore lisible? Quant à Martine Aubry, qui était également une social-libérale à l'époque, elle a été ensuite la dame des 35 heures, qu'elle ne voulait pas, qui était une idée de Dominique Strauss-Kahn. Donc tout ça, si vous voulez, ça crée quand même une situation, je dirais pas d'insincérité, mais de décalage avec les enjeux aujourd'hui du pays réel. On a l'impression, j'ai vu encore votre reportage, que mes anciens amis socialistes continuent à être surtout sur leur nombril, sur leurs propres affaires, sur leur débat interne. Vous êtes tendre avec eux pour des amis. Oui, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je suis très malheureux d'ailleurs que les choses aient tourné de la sorte. J'aurais préféré ne pas devoir finalement... Parce qu'en 2001, on va rappeler aux téléspectateurs que vous avez quitté en fait pour créer la gauche. Non, j'ai été 34 vous avez créé ans la au PS. gauche moderne. En 2007, au moment de l'ouverture, que j'ai accepté. Mais en 2001, vous avez créé la gauche moderne. Ah oui, un club à l'intérieur du Parti socialiste. Voilà, et vous dénonciez déjà à l'époque les archaïsmes du PS. Pour vous, rien n'a changé? Je ne dis pas que rien n'a changé, je ne veux pas être dans la caricature, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le Parti socialiste soit au niveau de sa pensée, de son projet et de ses chefs en ordre de bataille pour proposer une alternative au pays, une alternative crédible. Donc je pense qu'aujourd'hui ils sont surtout dans le débat interne. Il y a un vrai traumatisme aussi évidemment avec ce qui s'est passé. Aussi, parce que vous connaissiez très bien Dominique Strauss-Kahn. Bien sûr, et j'avais aussi essayé de convaincre à l'époque Dominique Strauss-Kahn, après la période Jospin, d'être enfin politiquement lui-même sur ses idées. Et il a eu un certain nombre de prudences, disant de toute façon 2007, on l'emportera, il suffit d'être en situation, et on a vu ce qui s'est passé. Oui, bien sûr que je suis triste, mais bon, laissons maintenant la justice agir. Bien sûr. Vous avez dit un mot important tout à l'heure, vous avez parlé de sincérité. Est-ce que, comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, la campagne à venir va se jouer, je ne vais pas dire sur la sincérité, mais en tous les cas sur les valeurs, sur la morale peut-être, et le retour de la morale en politique, selon vous? C'est bien possible et en tout cas c'est souhaitable. C'est pas du tout souhaitable qu'on soit dans le moralisme. Je crois qu'il faut assumer la société telle qu'elle est aujourd'hui pour pouvoir continuer à la transformer. On n'est pas là à se présenter en parangon de vertu ou en donneur de leçons. Par contre, peut-être effectivement qu'à défaut d'avoir un projet, les dirigeants socialistes ont été beaucoup donneurs de leçons. Et souvent d'ailleurs, ils ont dépeint la majorité actuelle jusqu'à la caricature. Donc au fond, il est bon de temps en temps, pour tout un chacun, y compris pour les socialistes, de savoir se remettre en question, de balayer dans sa porte. Ils ne se remettent pas en question. Ils ont beaucoup reçu sur leur tête, la morale les en socialistes. politique, je vais vous dire, elle tient en une phrase. La morale en politique, pour moi, et là je citerai une phrase blairiste, ça ne nous surprendra pas, c'est je dis ce que je vais faire et ensuite je fais ce que j'ai dit. Alors justement, on va voir si vous faites ce que vous avez dit. La Confédération des centres est en route vers la présidentielle, mais sans conducteur pour l'instant. Regardez d'où on vient. Regardez comme on souriait il y a encore quelques mois sur cette incapacité congénitale des centristes. Moi, je ne suis pas centriste, mais je me sens bien avec eux parce que nous partageons un certain nombre de valeurs. Nous pensons qu'il faut que la majorité soit diverse, mais je puis témoigner du scepticisme que suscitait à l'époque cet exercice, que ce soit au sein de l'UMP, que ce soit chez les observateurs. Aujourd'hui, la Confédération, elle est quasiment portée sur les fonds baptismaux. Nous allons avoir cette semaine, demain, la réunion des amis de Charette, d'Hervé de Charette. Samedi, nous aurons la Convention nationale de la gauche moderne. Puis après, une convention, puis une autre, et la décision. Non, mais attendez. On a commencé à la fin de l'hiver. En quelques semaines, regardez le chemin parcouru. Regardez l'enthousiasme suscité. Regardez également le travail sur le projet qui est fortement engagé et nous travaillons ensemble, nous prenons l'habitude de travailler ensemble, nous nous respectons. C'est important, vous travaillez ensemble. Et la démarche présidentielle va s'enclencher évidemment. Vous travaillez ensemble, mais quand est-ce que vous allez décider de la sortie de la gauche moderne de la majorité ?
Mais attendez, là vous parlez de la gauche moderne ou de la Confédération des Centres ? La gauche moderne. Non, mais la gauche moderne ne sort pas de la majorité. Vous vouliez peut-être dire, c'est un lapsus, que la gauche moderne allait sortir de l'UMP. La gauche moderne n'a jamais été à l'UMP. Quant à la Fédération des Centres à laquelle nous participons avec le Nouveau Centre, les radicaux et l'ensemble des petites formations qui seront également dans ce mouvement, eh bien nous restons dans la majorité. Vous restez dans la majorité. Nous sommes sur une position critique, nous représentons une alternative, nous représentons un équilibre. Critique, mais dans la majorité. Mais nous sommes solidaires de la majorité. Nous considérons qu'il faut poursuivre la réforme juste. Nous considérons qu'un certain nombre d'orientations récentes sont critiquables. Pour le faire, Jean-Marie Bockel, vous avez la distance nécessaire pour le faire à l'intérieur de la majorité ? Vous savez, si la majorité... Bon, on est dans l'action, mais en même temps, on est dans la réflexion. Si la majorité est monolithique, un seul parti, avec simplement quelques satellites, on va vers l'échec. On n'a pas la capacité de rassembler. On va vers l'échec de qui ? De Nicolas Sarkozy, de la majorité, en présentant une diversité de candidats bien entendu. Donc je pense que c'est de l'intérêt de tous, et beaucoup de nos amis au sein de la majorité le comprennent, que cette diversité s'organise, se structure, trouve pleinement sa place, soit respectée. Je vais laisser la dernière question à Guillaume Tabar. On est à un an quasiment jour pour jour de la présidentielle. À quel moment souhaitez-vous que Jean-Louis Borloo prenne sa décision quant à une éventuelle candidature à l'Élysée? Lui parlait lors du congrès radical d'entre l'été et l'automne. Aujourd'hui, comme vous l'avez souligné l'un et l'autre, et y compris moi-même d'ailleurs, la donne politique a quand même changé. Elle a changé pour la gauche, elle a changé pour la droite, elle a aussi changé pour les centristes. Il y a un espace. Et donc, moi, je pense qu'il faut accélérer le rythme. Voilà. Je pense que la réflexion de Jean-Louis Borloo doit maintenant prendre un tour plus rapide. Je pense qu'il en est conscient, et il serait bon que d'ici l'été, on y voit clair sur sa détermination, son engagement. Personnellement, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut qu'il le fasse, qu'il franchisse le pas. Et qu'il le fasse d'ailleurs dans le respect du bon climat que nous avons aujourd'hui avec Hervé Morin, Hervé de Charette, ils sont nombreux, on ne va pas tous les citer. Merci et l'ensemble beaucoup. de ces formations. Jean-Marie Bockel d'avoir été l'invité ce soir. Merci beaucoup Guillaume Tabar pour vos éclairages. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en images. Il est préparé ce soir par Saveria Rojek. Le scénario de l'erreur de pilotage se précise dans le crash du Rio-Paris. Selon le Wall Street Journal, les pilotes n'auraient pas réagi correctement pour empêcher l'appareil de décrocher. Le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, fera lui une communication officielle sur l'accident vendredi. Plus de 500 vols annulés en Europe, ce sont les conséquences de l'éruption du volcan islandais. Le nuage de cendres devrait lui atteindre l'Allemagne dans la soirée, mais il n'y aurait pas de risque pour la France jusqu'à jeudi. Des vols ont en revanche été annulés en Scandinavie et au Royaume-Uni. L'ADN de Dominique Strauss-Kahn aurait été retrouvé sur les vêtements de la plaignante. C'est ce que révèlent plusieurs médias français et américains. Mais la police de New York ne confirme pas. Une révélation qui complique en tout cas la défense de l'ancien patron du FMI. Il y aurait donc bien eu rapport, même si les violences sont plus difficiles à prouver. Dominique Strauss-Kahn en garderait malgré tout une marque dans le dos. Le patron des sénateurs socialistes a lancé aujourd'hui la campagne des sénatoriales avec un mot d'ordre. L'alternance est possible au Sénat. Entouré des chefs de file de ses alliés de gauche, Jean-Pierre Bel a appelé à la fin de 50 ans d'hégémonie de la droite au Sénat. Les élections auront lieu en septembre prochain. C'est une première. Nicolas Sarkozy a ouvert ce matin la première édition de l'IG8 à Paris. Devant le célèbre patron de Facebook, Mark Zuckerberg, le chef de l'État a salué les géants d'Internet qui ont révolutionné le monde. Mais le président a également insisté sur la nécessité de contrôler la toile. Ne laissez pas la révolution que vous avez lancée porter atteinte aux droits élémentaires de chacun à une vie privée, à une pleine autonomie. La transparence totale, celle qui ne laisse jamais l'homme en repos, se heurte tôt ou tard au principe même de la liberté individuelle. Vous venez de le voir, le IG8 avec bien sûr Nicolas Sarkozy, mais également Mark Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook, et Rupert Murdoch. Il y avait du beau monde, donc bonsoir Jean-Louis Gombault. Bonsoir Sonia. Il y avait du beau monde, mais qu'est-ce qui peut sortir de ce IG8 entre Nicolas Sarkozy et ce beau monde qu'il y avait aux Tuileries, au Jardin des Tuileries aujourd'hui et demain, je ne dirais pas qu'il y a un dialogue de sourds, mais il
il y a un dialogue un peu compliqué. Il ne peut pas sortir grand-chose. De toute façon, G8, G20, dans ce type de sommet, on n'est pas là pour prendre des décisions extrêmement précises. Mais le dialogue s'impose et dans ce dialogue, l'État, le chef de l'État, même le président du G20 ou du G8 est plutôt demandeur et pour plusieurs raisons. D'abord parce que les politiques se sont aperçus, avec la révolution arabe maintenant, que ce type de réseau avait une importance politique absolument considérable et il fallait véritablement tenir compte de ce réseau. Ensuite, c'est non seulement une force politique, mais c'est également une force sociale. Vous prenez un pays comme la France, vous avez 40 millions d'internautes. Un terrien sur 3 est branché et connecté Internet. Et c'est des gens qui passent plusieurs heures sur leur mobile ou devant leurs écrans. Il y a une idéologie qui se forme, il y a des pensées, des réflexions qui se font, il y a des communications qui se font. Il y a une force sociale et cette force sociale est plutôt anti-État, plutôt libertaire et elle ne va pas du tout dans le sens de la régulation du style politique qu'a préconisé par exemple M. Sarkozy. Et ensuite, vous parliez du beau monde. Qu'est-ce qu'il y avait cet après-midi aux Tuileries? Vous aviez Zuckerberg. Zuckerberg, c'est 400 millions, c'est Facebook, c'est 400 millions d'utilisateurs. Il ne contrôle pas 400 millions de personnes. Il y a 400 millions de gens sur Terre qui passent un peu par son logiciel. C'est 50 milliards de dollars de capitalisation boursière. Murdoch, c'est 50 milliards de dollars. Il y avait Google, c'est 130 milliards. Il y avait Microsoft. Microsoft, ça fait 140 milliards de dollars. Ces gens-là, ils sont plus puissants que le budget français. Donc ce sont de véritables nouvelles puissances qui ont émergé en quelques années. Et face à cela, effectivement, les États sont un petit peu désarçonnés et cherchent le dialogue avec ces gens. Il cherche le dialogue. Nicolas Sarkozy a dit qu'il faut un Internet responsable. Il ne donne pas de leçons, mais quand même, il parle à ces gens-là. Est-ce que la France, quelle note peut avoir la France dans cette matière-là, en économie virtuelle? On est bon? Passable, moyenne. Si vous prenez évidemment la part de cette économie dans le PIB français, ça représente à peu près 5% du PIB. Les Américains sont à 7%. On est en dessous de la moyenne européenne. Alors il y a deux choses à dire. La première, c'est que pour développer cette économie, il faut des réseaux. Et qui va financer les réseaux? C'est le problème, alors que l'État lui-même est des argents terriens. Par exemple, pour faire la fibre optique, il faudra investir 2 milliards par an, et ces 2 milliards, on ne les a pas. Ensuite, le gros problème de la France, c'est quand vous parliez du beau monde tout à l'heure, ce beau monde n'était pas de nationalité française. Vous prenez tous les grands groupes qui sont présents là, il fallait leur parler en anglais. Les Murdoch, les Zuckerberg, les Schmidt de Google, etc. Il y avait Orange qui était également là, bien sûr, Bouygues, mais enfin, on ne peut pas comparer entre un peu des Lilliputiens par rapport à ces autres-là. Et ce qui est formidable, c'est que la France, effectivement, ça ne représente pas un poids important, et en même temps, on n'a pas vu les Français émerger, et même des Européens, émerger dans cette nouvelle économie. Ça va peut-être venir. Merci beaucoup Jean-Louis. Restez avec nous. Jean-Louis, on va partir en voyage dans ce 22h, direction la Nouvelle-Zélande. Nous avions évoqué il y a quelque temps dans ce journal le sort des fameuses têtes maoris conservées jusqu'alors en France. Et l'une d'entre elles a été restituée finalement à son peuple, non sans difficulté. Thomas Raguet a suivi pour nous ce long périple. Un retour très attendu, fêté par les Maoris. Dans ces boîtes, des ossements et surtout des têtes momifiées de guerriers maoris restitués par plusieurs musées européens, dont celui de Rouen. Des centaines de têtes comme celle-ci ont fait l'objet d'un commerce macabre au XIXe siècle. Dispersées aux quatre coins du monde, la Nouvelle-Zélande réclame depuis plus de 20 ans leur restitution par respect pour la culture maori. En France, l'affaire n'a pas été simple. En 2007, la ville de Rouen veut rendre sa tête, mais le ministre de la Culture de l'époque, Christine Albanel, s'y oppose. Catherine Morin-Desailly dépose alors une proposition de loi sur mesure pour imposer la restitution. 1 an et un nouveau ministre plus tard, le Sénat adopte le texte à l'unanimité. On ne construit pas une culture sur un crime, on construit une culture sur le respect et sur l'échange. En France, l'affaire des têtes maoris a ouvert le débat sur le statut des restes humains détenus par nos musées, opposant partisans des lois de bioéthique à ceux de l'inaliénabilité des pièces de musée. Nous les concevons en Europe comme des objets d'art, mais ce sont bien des restes humains, les restes de leurs ancêtres qui vont être, on l'a vu, enterrés dignement selon les coutumes
maoris, eh bien c'est un argument qui était tout à fait justifié. La loi oblige désormais les musées français à rendre leur tête maori. Une quinzaine devrait donc être restituée début 2012. Elle prévoit aussi qu'une commission scientifique nationale des collections statue sur les futures demandes de restitution. Mais pour l'heure, elle est encore à l'état de projet. Catherine Morin-Desailly, bonsoir. Bonsoir. La sénatrice Union centriste de Seine-Maritime, on vous a vu dans ce reportage, vous avez accompagné cette fameuse tête pour son retour en Nouvelle-Zélande. D'abord, c'est un sujet qui vous touche. Et pourquoi? D'où c'est venu? C'est venu tout simplement du fait que, en tant qu'élue à la culture adjointe au maire de Rouen, à l'époque Pierre Albertini, j'ai un petit peu participé à la réouverture du Muséum de Rouen, au nouveau projet culturel et scientifique qui a accompagné cette réouverture et le recrutement d'une nouvelle équipe, et qu'on s'est posé la question à l'époque de l'éthique des musées du XXIe siècle. Quel était le projet? Comment fallait-il questionner les grands enjeux? On va en parler plus largement, mais ce combat finalement du retour de cette tête maori, c'est votre combat, débuté, initié en 2007, et c'est un retour donc pour cette première tête en mai 2010. Pourquoi tant d'obstacles? Tout simplement parce qu'en France, nous avons une loi qui s'appelle la loi sur les musées de 2002 qui met en avant le principe d'inaliénabilité des collections. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir des objets quels qu'ils soient et les restes humains sont considérés comme des objets dits sociaux. On ne peut pas les sortir des collections. Donc ça forcément vient en télescopage avec une volonté qui peut s'afficher de rendre des restes humains parce qu'on considère que les restes humains aussi, si on se réfère à la loi de bioéthique de 1996, ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial. C'est aussi un combat en faveur du respect des peuples, du dialogue des civilisations. On voyait quand même un retour très émouvant de ces têtes. Ils les ont accueillis avec beaucoup d'émotion. C'est pour ce dialogue-là que vous vous êtes battu? Tout à fait. Pour aussi le respect des peuples autochtones, qui nous est dicté d'ailleurs par la Convention de l'UNESCO, votée en 2007. C'est pour les Maoris, parce qu'il s'agit bien du peuple maori, néo-zélandais, le retour de leurs ancêtres. Là où nous voyons des objets d'art, des objets tout simplement de collection, ils y voient en fait, pas du tout, ils y voient le retour de leurs ancêtres qui vont être enterrés dignement et qui vont retrouver la paix enfin parce qu'ils rentrent finalement dans leur mère, leur terre-mère. Donc on est dans un regard complètement différent des cultures. Donc pourquoi ça me tenait à cœur? Parce que respectueuse des droits de l'homme, respectueuse des peuples autochtones, je pense que c'était important de répondre à une demande qui correspond à des coutumes, qui correspond à un regard particulier qu'ils ont sur la société. Voilà. Votre prochain combat, peut-être, j'imagine qu'il s'inscrit aussi dans cette démarche de dialogue, de respect des peuples. Vous allez encore participer pour le retour des autres têtes ou alors d'autres œuvres pour d'autres pays, peut-être? Alors, c'est une loi de circonstance. Cette loi sur les têtes maoris, comme la loi de 2002 sur la Vénus autochtone, était aussi une loi de circonstance. Ça ne s'applique... Elle va faire jurisprudence, peut-être voilà, maintenant? ça ne s'applique que à ces cas-là. Donc, je participerai bien sûr au retour des autres têtes maoris qui sont actuellement dans les musées en France. Il y en a une quinzaine, un certain nombre au Quai Branly, qui seront restitués à l'issue d'une très belle exposition qui va y avoir justement portant le dialogue des cultures sur les Maoris. À suivre. À suivre, tout à fait. Et puis quant aux autres restitutions éventuelles, ça c'est une autre affaire. Maintenant, nous avons veillé avec le rapporteur de la loi, M. Richert, que la commission scientifique nationale puisse étudier au cas par cas la légitimité de demandes qui seraient faites. C'est déjà ça, et j'imagine que la Nouvelle-Zélande, on l'a vu dans cet accueil, vous remercie pour ce combat initié déjà en 2007 pour ce retour. Merci beaucoup, Madame Catherine Morin-Desailly. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, c'est votre émission Déshabillons-les qui scrute les politiques sur le terrain et à l'usine. Les politiques ce soir, et puis à 23h15, c'est le journal des sénatoriales. Il est présenté par Delphine Gérard. Très belle soirée à vous. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On va découvrir ensemble, Mylène, si tu le veux bien, la première initiative éco-citoyenne du jour. C'est un jardin, mais un jardin pas comme les autres, où poussent notamment de la menthe chocolat et des carottes blanches. On va en Saône-et-Loire découvrir ce jardin des curiosités. Ensemble, c'est le mot-clé du reportage de l'initiative suivante. 3 familles ont acheté ensemble pour construire 3 maisons écolo.
Maintenant, c'est une initiative qui nous révèle, écoutez bien, que l'huile de friture usagée est un bien précieux liquide. Regardez, ça se passe à Lille. Tous au vert, jeudi à 22h30 sur Public Sénat. Je veux être le candidat du peuple français. Moi, il y en a d'autres qui sont dans un grand hôtel à bavasser ensemble. Moi, mon hôtel, c'est l'usine ici. Je vous promets, c'est un engagement, qu'à la fin de mon quinquennat, si vous me faites confiance, il y aura 5% de chômeurs, c'est-à-dire le plein emploi. C'était en 2007, durant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy avait su trouver les mots pour parler aux ouvriers. 4 ans plus tard, cet électorat se serait détourné de lui, comme d'ailleurs, nous dit-on, du Parti socialiste. Alors, comment les grands partis essayent-ils de reconquérir les classes ouvrières et populaires? Comment mettent-ils en scène les traditionnelles visites d'usines et quel message tentent-ils de faire passer à travers elles? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les politiques en bleu de travail, avec nous 4 invités. Henri Rey, politologue au CEVIPOF, vous avez travaillé sur les catégories ouvrières et populaires et on verra avec vous comment le discours des politiques à leur égard a évolué ces derniers temps. Julienne Michi, sociologue et spécialiste du monde ouvrier, auteur de ce livre, Servir la classe ouvrière, sur le PCF. Jérôme Sainte-Marie de l'Institut CSA pour analyser l'impact de ces discours dans l'opinion. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On a beaucoup dit récemment que les ouvriers bouderaient Nicolas Sarkozy, mais la réciproque n'est pas vraie. Nicolas Sarkozy, lui, ne boude pas. Les ouvriers y multiplient même les visites d'usines ces derniers temps avec un discours parfaitement rodé. Écoutez. L'industrie, c'est prioritaire. Chaque semaine, je visite une usine. Chaque fois que je le peux, c'est-à-dire toutes les semaines, je me rends dans des usines. Pratiquement 2 ou 3 fois par mois, je vais dans une usine. Ce n'est pas une lubie. Pourquoi? D'abord parce que je souhaite que la France reste une terre de production. C'est parce que je suis persuadé que la France doit rester une terre de production qui doit garder ses usines. Parce que le jour où les usines s'en vont, si les usines s'en vont, si on laisse partir nos usines, on ne gardera rien du tout. Voilà, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il connaît bien son petit speech qu'il répète de visite en visite, et c'est vrai qu'il en fait très souvent. Henri Rey, alors on se dit que s'il répète un peu toujours la même chose, c'est qu'il doit trouver ce discours très efficace. Que pensez-vous là des premiers arguments qu'on vient d'entendre, ce côté aussi, j'aime les usines aussi, quoi. Dès que je peux, je vais dans une usine. Alors il y a 2 périodes. En 2007, dans la campagne présidentielle, ça avait été efficace. Puisqu'il y avait une certaine avancée de Nicolas Sarkozy. Il disait déjà la même chose. Mais voilà, c'est ça. Et donc, il y a une sorte de continuité. Alors, on n'est plus en 2007, on sait très bien la défaveur que connaît dans l'opinion le président et le gouvernement actuel. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte de continuité.